Madame, Monsieur, bonsoir. C'est toujours avec le même plaisir que je vous informe sur Gabon 24. L'actualité est ponctuée ce soir au Gabon par la visite du ministre d'État en charge de l'économie numérique qui a visité l'incubateur Junior Achievement Gabon où il a échangé avec les jeunes entrepreneurs leur apportant des conseils sur les mécanismes de financement et l'accompagnement de l'État en matière de création et de gestion d'entreprises. Non loin des frontières gabonaises, accident de train. Au Cameroun, le bilan du déraillement du train 152 de Camrail, plus précisément dans la ville d'Ezaka, sur l'axe reliant Yaoundé à Douala, s'est alourdi avec 75 morts et plus de 600 blessés. D'un drame à un autre en Russie, cette fois, un accident d'hélicoptère dans le centre du pays a fait 19 morts et 3 blessés. Nous verrons le développement de toute cette actualité dans un instant. Voilà pour les titres de ce journal. Bienvenue à tous. Ce samedi matin, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique s'est rendu au siège de Junior Achievement Gabon, structure à but non lucratif créée en 2014 et qui a déjà formé 4 000 jeunes, dont 3 000 en 2015, pour s'entretenir avec les jeunes entrepreneurs et leur apporter des conseils en leur expliquant les différents mécanismes de financement et les facilités que peut leur apporter l'État en ce qui concerne la création et la gestion d'entreprises. On regarde. Les jeunes ayant déjà été primés au concours Junior Achievement ont reçu ce samedi la visite du ministre d'État de la Communication, de la Culture et de l'Économie numérique au sein de la structure qui fait la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes au Gabon. En ma qualité de ministre de l'Économie numérique, pour me rendre compte que nous avons de jeunes compatriotes qui sont porteurs de projets dans des domaines d'ailleurs essentiels à la vie de notre pays, que ce soit dans le domaine de l'éducation, où il y a des projets pour améliorer la performance des élèves, des projets pour aider à l'orientation, des projets pour lutter contre l'échec scolaire. Dans le domaine de la santé, il y a des projets très intéressants, notamment s'agissant d'un carnet de santé électronique et numérique. Sont des projets très importants aussi dans le domaine de l'environnement. Les jeunes encadrés par l'incubateur d'entreprise Junior Achievement ont exposé leur désir d'être également épaulés par le gouvernement gabonais. Nous attendons des facilités par rapport à l'intégration de la plateforme dans les établissements publics et privés. Nous attendons aussi de l'État un accompagnement, une aide pour la formation des enseignants quant à déjà l'outil informatique, mais aussi à l'utilisation de la plateforme. Au cours de cette visite, les mécanismes du fonctionnement de Junior Achievement ont été présentés aux membres du gouvernement. Toutes les formations, l'encadrement qu'on assure, c'est de l'encadrement gratuit pour les jeunes, pour les bénéficiaires. Et il est important qu'on soit suivi à la fois par l'État. Junior Achievement permet aux jeunes de matérialiser leurs projets et d'avoir des managers qui veillent sur leur travail, quelle que soit la branche d'expression. Très engagée dans la préservation de la nature et des animaux, l'actrice hollywoodienne Michelle Rodriguez était au Gabon 10 jours durant en visite dans plusieurs parcs nationaux du pays sur invitation de l'Agence nationale des parcs nationaux. L'actrice s'est montrée très heureuse d'avoir fait le tour du pays et en a profité pour encourager justement à investir dans l'écotourisme et la préservation de cet écosystème. Marina Mindaman. L'actrice américaine Michelle Rodriguez, d'origine dominicaine et portoricaine, célèbre pour ses rôles dans les films Fast and Furious, SWAT et Avatar, était en visite touristique au Gabon. Une semaine durant, elle aura sillonné l'Interland et différents parcs nationaux dont elle garde déjà d'excellents souvenirs. Le Gabon est spécial pour moi en raison de ce qui est fait et de ce qui existe. L'énorme territoire, les animaux, la grandeur de ses habitants qui ont bien compris comment protéger la mère nature, car il est important de comprendre culturellement la nature. Pour moi, c'est juste waouh! De toute ma vie, je n'ai jamais vu autant de belles choses. Il faut arriver à créer un environnement, un parc où l'on peut s'y rendre et n'en faire qu'un avec la nature.
Mais moi, je ne peux le faire nulle part parce que vous n'avez nulle part au monde un aussi bel environnement naturel et avec une aussi belle potentialité. On doit se demander comment attirer de nouveaux visiteurs pour créer un écotourisme qui générerait de l'argent pour des populations à travers la nature. Et je pense que c'est possible. Et voici l'homme qui parviendra à le faire. Elle est tellement contente, tellement séduite par le Gabon qu'elle parle déjà de vouloir revenir passer 3 mois et de négocier avec Netflix de faire une série sur la nature au Gabon. Et donc, elle propose déjà de venir peut-être passer 1 mois sur 3 sites. Je pense qu'elle est vraiment très contente de ce qu'elle a vu. Bluffé par la forêt du Gabon et ses parcs, Michel Rodriguez espère donc revenir très vite et pourquoi pas y mettre plus de temps et ainsi tourner une série documentaire. La rentrée administrative prévue pour le 17 octobre dernier, comme annoncé par les autorités en charge du ministère de l'Éducation nationale, a également été effective dans la commune d'Oyem, dans le Haut-Lantem, c'est dans le nord du Gabon. Le constat dans ce reportage de Jamila Begman. Emploi du temps affiché et consulté par certains enseignants et parents d'élèves, liste de transferts prête, carton de crêpes prêtes à servir, stylo en main pour les inscriptions et les réinscriptions. Le personnel administratif et d'encadrement du lycée Richard Nguema-Bekale d'Oyem, dans le nord du Gabon, était à pied d'œuvre pour régler les derniers détails pour une rentrée académique sereine, fixée au 31 octobre prochain. Le lycée d'État Richard Nguema-Bekale a pris toutes les dispositions pour que la rentrée scolaire 2016-2017 se passe bien. On a fini avec les emplois du temps des enseignants. Les collègues ont déjà retiré. On est en train de mettre les emplois du temps en classe à la disposition des élèves et des parents d'élèves, puisqu'il y en a aussi qui viennent, qui accompagnent leurs enfants. Les listes des élèves pour les différentes classes sont prêtes. Les inscriptions et réinscriptions ont commencé. Donc, nous pouvons dire que les choses sont en bonne voie. Le lycée Richard Nguema-Bekale a fait sa toilette pour la rentrée. Plusieurs espaces ont été nettoyés. C'est le cas de la salle multimédia. Les listes de transferts et les emplois du temps étant affichés, reste donc aux apprenants et au corps professoral de les consulter pour bien assurer leur rentrée. Restons dans la ville d'Oyem pour le volet santé qui est axé sur le cancer et a un problème de santé publique au Gabon. À l'instar du monde entier, le mois d'octobre est consacré à la lutte et sensibilisation du cancer féminin. C'est sous la houlette de la fondation Sylvia Bongo Ondimba que la campagne de sensibilisation de dépistage se poursuit à travers le territoire national. L'élaboration et la mise en œuvre d'un plan efficace de lutte contre le cancer, ainsi que la réduction des inégalités dans l'accès à la prévention, au diagnostic et aux soins de qualité constituent un enjeu national. Au Gabon, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba s'active pour rendre possible l'accès aux soins, le dépistage et le traitement contre les cancers féminins. La campagne d'Octobre Rose suit son cours à travers le pays. La sensibilisation bat son plein, les femmes se livrent volontiers au diagnostic. Cette opération a commencé depuis mi-octobre, donc on continue. Ce qui nous avantage parce que depuis là, on n'a pas eu vraiment des cas particuliers. Tout se passe très bien, en dehors de 2 ou 3 références, parce que quand on se retrouve devant une suspicion avérée, on réfère chez les médecins au centre hospitalier régional d'Oyem. Donc pour le moment, tout se passe très bien. Les Oyemoises saluent à l'unanimité l'initiative. J'ai reçu un message qui me demandait d'aller me faire dépister. Je me suis rendue à l'ancien hôpital, à la CMU. Je me suis fait dépister. Je remercie la fondation Sylvia Bongo Ondimba qui permet aux femmes de se faire dépister du cancer. Les cancers du col de l'utérus et du sein restent les premiers en Afrique subsaharienne. À eux deux, ils présentent 30 à 40% de cette pathologie sur l'ensemble des pays africains. Le dépistage précoce permet de lutter efficacement contre cette pathologie qui touche 2 femmes sur 10 à travers le monde.
L'actualité en Afrique, c'est d'abord le Cameroun, où le bilan du déraillement vendredi d'un train de voyageurs reliant Yaoundé, la capitale du Cameroun, à la ville portuaire de Douala, s'est alourdi. On parle maintenant de 75 morts et 600 blessés, dont certains ont leur pronostic vital engagé. Le récit de Katia Sandong. Le bilan du train de voyageurs 152 de la Kemraï reliant Yaoundé à la ville portuaire de Douala, qui a déraillé vendredi, s'est alourdi samedi à 75 morts. Parmi les 600 blessés, le pronostic vital de certains est très engagé. L'interruption du trafic routier entre les deux villes due à l'effondrement d'un pont avait amené les voyageurs à se ruer vers la société des chemins de fer Kemraï, qui avait ajouté 8 wagons au train numéro 152. On est là, apparemment les réservations pour aujourd'hui sont déjà terminées. On attend réservations pour demain qui sont presque finies. Donc peut-être aujourd'hui je suis là, j'ai peut-être espoir de voyager lundi. C'est une grosse perte, pas seulement pour le transporteur, pour ceux qui se retrouvent en route, c'est-à-dire les commerçants. Pour l'État camerounais même, c'est une grosse perte. Les services de secours camerounais étaient mobilisés samedi pour prendre en charge les centaines de blessés de cette catastrophe ferroviaire dont les causes ne sont pas encore élucidées. Ce déraillement a forcément perturbé la circulation sur les voies ferrées entre les deux principales villes du pays. Suite à ce tragique accident, le président gabonais Ali Bongo Ondimba, dans des condoléances adressées au peuple camerounais et à son homologue Paul Biya, déclare « Je veux dire tout mon soutien au Cameroun frappé par un tragique accident ferroviaire. Nos pensées vont aux familles des victimes. » Nous poursuivons avec l'actualité au Burkina Faso, justement, le gouvernement du Burkina Faso qui a affirmé vendredi 21 octobre avoir déjoué au début du mois une nouvelle tentative de coup d'État planifiée par d'anciens membres de l'ex-garde prétorienne du président Blaise Compaoré, dissoute après l'échec d'un précédent putsch en septembre 2015. Renandem pour le point. Un groupe d'environ 30 hommes, composé essentiellement de sous-officiers et de militaires du rang de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, projetait d'attaquer plusieurs objectifs dont la présidence à Kosiam pour prendre le pouvoir par les armes, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Simon Compaoré. Selon le ministre, ce coup d'État était programmé pour le 8 octobre et le plan prévoyait, avant l'attaque du palais, de libérer les détenus emprisonnés après le putsch manqué de septembre 2015 et de séquestrer certaines autorités. Selon le ministre, le complot a été découvert lorsque, le 8 octobre, des gendarmes ont intercepté au cours d'un contrôle de routine 4 individus sur le pont de Nazinon, ayant des comportements suspects. Une saisie de matériel militaire a été faite, dont un fusil Kalachnikov, 6 chargeurs garnis et plusieurs centaines de cartouches. Le 17 septembre 2015, le RSP avait annoncé avoir pris le pouvoir au gouvernement de transition mis en place après la chute de Compaoré, mais le putsch avait échoué grâce à une mobilisation de la population soutenue par une partie de l'armée restée fidèle. Ses principaux chefs, avec à leur tête le général Gilbert Diandéré, ancien chef d'état-major particulier de M. Compaoré, ont été arrêtés et attendent leur procès prévu d'ici début janvier. Coopération au beau fixe entre le Togo et le Gabon. Pour preuve, l'intégration des Gabonais vivant dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest pour diverses raisons. De passage à Lomé, la capitale, notre envoyé spécial Abdoulaziz Maïga est allé à la rencontre de certains membres de la diaspora gabonaise. On regarde. Ils sont plus de 450 Gabonais à résider au Togo. Installés pour diverses raisons dans les 5 régions du pays, la plupart d'entre eux sont des étudiants dans des écoles supérieures. Le Togo, terre d'accueil et d'hospitalité, où le vivre ensemble reste une culture. Je suis au Togo, ça fait un bon bout de temps. Je me suis intégré ici, c'était pas facile, mais comme on dit, quand tu viens dans un pays, c'est normal que tu essaies de t'adapter au système du pays. Gabonaise au Togo, je suis mariée à un Togolais et mère de 4 enfants. Mon entreprise, c'est une entreprise qui s'occupe essentiellement de la lingerie de maison. Je vis actuellement au Togo, dont l'hospitalité est formidable. Je suis dans l'immobilier et je fais quelques prestations de services au niveau du Ghana et consorts. Les relations entre le Togo et le Gabon sont vieilles de plusieurs décennies et sont matérialisées par de nombreuses actions sur le plan politique,
économique et culturelle, volonté manifeste des deux pays à œuvrer pour l'enracinement et l'approfondissement de la coopération sud-sud. Le peuple togolais est un peuple hospitalier, ce qui facilite l'intégration de nos étudiants ici au Togo. Quand ils arrivent, ils sont bien accueillis. Depuis que nous sommes là, nous n'avons pas eu de problème d'intégration au niveau de la communauté gabonaise au Togo. Au regard de la variété des domaines de coopération, il convient de dire que l'axe Libreville-Lomé est au beau fixe. Tout autre chose dans ce journal. Stigmatisés dans certains pays d'Afrique, de jeunes albinos étaient vendredi soir sous le feu des projecteurs à Nairobi où se déroulait l'élection des premiers Miss et Mister Albinisme Kenya. Bienvenue Nelkem nous fait le compte-rendu. En Afrique, les gens ont la peau noire. Lorsqu'une femme donne naissance à un albinos, les gens disent que c'est une malédiction. A témoigné Nancy Njeri Kariuki, 24 ans, venue du centre du Kenya pour participer à un concours de beauté pour albinos. Cet événement a beaucoup d'importance pour moi, surtout en tant que personne atteinte d'albinisme qui a beaucoup souffert dans le passé. Cela signifie énormément de choses pour moi. C'est une façon de donner une chance de s'exprimer avec des actes au lieu des mots, mais aussi être un modèle pour toutes les jeunes filles et jeunes garçons qui sont présents ce soir. Stigmatisés et même pourchassés dans certains pays d'Afrique, de jeunes albinos ont été vendredi soir sous le feu des projecteurs à Nairobi, la capitale kenyane, où se déroulait l'élection des premiers Miss et Mister Albinisme Kenya. Le premier concours de ce type, selon les organisateurs, avait pour objectif de montrer qu'il existe des albinos beaux et bien dans leur peau, a expliqué Isaac Moura, le premier député albinos kenyan, qui est aussi l'organisateur de la compétition. C'est pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination contre les personnes atteintes d'albinisme. Cela n'a jamais eu lieu nulle part dans le monde parce que les gens atteints de l'albinisme ne sont pas considérés comme beaux. C'est très rare de trouver ces deux mots dans la même phrase. Et nous voulons montrer notre talent. Nous voulons faire face à la stigmatisation et à la discrimination. Nous voulons changer notre discours. Nous voulons montrer que réellement, oui, il est possible d'avoir les gens qui sont atteints d'albinisme, qui sont beaux, qui sont confiants, qui peuvent le faire. Les participants ont défilé dans leur tenue professionnelle, du pêcheur au soldat, en passant par une joueuse de rugby, afin de montrer qu'ils peuvent eux aussi faire partie de la population active du pays. L'actualité dans le monde débute avec la commission électorale vénézuélienne qui a reporté jeudi la collecte prévue la semaine prochaine des signatures nécessaires pour organiser un référendum révocatoire contre le président Nicolás Maduro. Dorothée Afinizo. Au Venezuela, l'opposition regroupée autour de la table pour l'unité démocratique, majoritaire au Parlement, devait les 26, 27 et 28 octobre réussir à regrouper 4 millions de signatures, soit 20% de l'électorat pour que soit organisé le référendum contre le chef de l'État. Mais les tribunaux locaux dans au moins 5 États fédérés ont annulé une première collecte de paraphes représentant 1% de l'électorat réalisée en juin, qui est l'une des conditions pour passer à la seconde étape, la collecte de signatures de 20% de l'électorat. Ces annulations ont pour conséquence la suspension jusqu'à nouvel ordre du processus de collecte de 20% de l'électorat, explique encore la CNE. Il n'y aura donc pas de référendum anti-Maduro en 2016, une décision que l'opposition juge arbitraire et qualifie de coup d'État. La première chose que je veux dire aux journalistes et à la communauté internationale est qu'hier, au Venezuela, un coup d'État a été mené. J'appelle en premier lieu le peuple vénézuélien, l'unité, à tout le peuple vénézuélien à restaurer le lien constitutionnel. Ce gouvernement corrompu est brisé. L'impopularité du président vénézuélien, dont le mandat dure jusqu'en 2019, atteint des niveaux records. Cette nouvelle décision des autorités de Caracas n'indique pas une sortie de crise. Nous parlons encore de drame, cette fois en Russie, où au moins 19 personnes ont péri lorsqu'un hélicoptère s'est écrasé dans le nord-ouest de la Sibérie dans la nuit de vendredi à samedi, ont annoncé les enquêteurs chargés de l'affaire. Ludmila Tuntum nous fait le point. Un hélicoptère Mi-8 transportant 22 personnes s'est écrasé tard vendredi à l'est de la ville de Novi Urengoy et 19 personnes sont décédées de blessures multiples sur place, selon les premières informations indiquées par un communiqué du comité d'enquête de la Fédération de Russie.
À 4h20 du matin, heure locale, le site où l'hélicoptère s'est écrasé a été trouvé par un deuxième hélicoptère de la compagnie aérienne Skoll qui avait des infirmiers et secouristes à bord. Il a atterri et a évacué une victime qui a été emmenée à l'hôpital du Ringoy. Ensuite, ils ont commencé à essayer d'ouvrir l'hélicoptère qui était tombé sur le côté droit et donc les victimes n'arrivaient pas à sortir. Au cours de cette opération, ils ont découvert 2 blessés de plus. Le comité d'enquête a déclaré que l'accident pouvait avoir été causé par une violation des règles de sécurité en vol, un problème mécanique ou des conditions météorologiques difficiles. Une enquête criminelle a été ouverte pour déterminer s'il y a eu violation des règles de sécurité selon la même source. Vladimir Poutine a présenté ses condoléances aux familles des victimes et le gouverneur de la région a décrété un jour de deuil samedi avec l'annulation des événements festifs et la mise en berne des drapeaux. Le président philippin Rodrigo Duterte, qui a multiplié ces derniers temps les déclarations hostiles aux États-Unis, a affirmé samedi qu'il ne romprait pas l'alliance de son pays avec Washington. Ludmila Ntuntum. Le président philippin Rodrigo Duterte se lance régulièrement dans une tirade hostile vis-à-vis des États-Unis quand elle n'est pas injurieuse. Dernière en date, il a annoncé jeudi à Pékin sa séparation avec les États-Unis au profit d'une alliance avec la Chine et la Russie, donnant le signal le plus clair à ce jour qu'il voulait torpiller une alliance vieille de 70 ans. Ce n'est pas une rupture des liens. Quand vous dites rupture des liens, cela signifie que vous avez coupé les relations diplomatiques. Je ne veux pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'intérêt de mon pays de maintenir cette relation. Pourquoi encore? Parce que les Philippins sont nombreux aux États-Unis et qu'il y a beaucoup d'Américains d'origine philippine. J'ai dit séparation, c'est-à-dire la séparation en termes de politique étrangère. Dans le passé, et jusqu'à ce que je devienne président, nous avons toujours pris l'exemple sur les États-Unis. Après ces déclarations, Washington avait annoncé jeudi son intention de demander à M. Duterte de s'expliquer. Nous allons chercher une explication de ce que le président voulait dire exactement quand il a parlé de séparation avec les États-Unis. Ce n'est pas clair pour nous ce que cela signifie dans toutes ses ramifications. S'était étonné le porte-parole du département d'État, John Kirby. Et pour finir, l'ONU a chargé vendredi Wonder Woman, un personnage de bande dessinée américaine, de promouvoir les droits des femmes malgré les critiques d'organisations féministes et d'une partie de son personnel. Mirandangé. Wonder Woman a été désignée ce vendredi ambassadrice honoraire des Nations Unies en présence de l'actrice Linda Carter, qui l'a incarnée à la télévision, et de Diane Nelson, la présidente qui détient les droits du personnage. Dans sa mythologie, Wonder Woman est déjà une ambassadrice. C'est une ambassadrice amazonienne pour le monde de l'homme avec l'objectif d'unir les hommes et les femmes afin d'apporter la paix et l'égalité pour tous. Mais ce qui fait le pouvoir de Wonder Woman, ce n'est pas qu'elle montre ce que les filles peuvent faire, c'est qu'elle montre ce que les filles font déjà. Le lancement de cette campagne coïncide avec le 75e anniversaire de la première apparition de Wonder Woman dans un comic book pendant la Seconde Guerre mondiale et avec un film produit par Warner Bros. Qui doit sortir l'été prochain. Depuis sa naissance, il y a maintenant 75 ans, Wonder Woman est célèbre pour son engagement en faveur de la justice, la paix et l'égalité. Et nous sommes vraiment ravis que ce personnage puisse nous aider à atteindre de nouvelles audiences avec des messages cruciaux d'émancipation et d'égalité. Wonder Woman mettra ses super pouvoirs au service d'une campagne onusienne des noms sur l'émancipation des femmes et des filles. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Au Gabon, la visite du ministre d'État en charge de l'économie numérique qui a visité l'incubateur Junior Achievement Gabon a échangé avec les jeunes entrepreneurs
conseil et accompagnement de l'État en matière de création et de gestion d'entreprise était en bonne place. Nous suivons cette actualité, Madame, Monsieur, sur l'accident de train au Cameroun. Le bilan ce soir est de 75 morts et plus de 600 blessés. Et l'actualité hors du continent, c'était en Russie où un accident d'hélicoptère dans le centre du pays a fait 19 morts et 3 blessés. Voilà, Madame, Monsieur, c'était là l'essentiel de l'actualité du jour. Merci à vous qui nous regardez de partout dans le monde. Restez sur Gabon 24 pour voir le Gabon autrement.